Gilles Pison, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller de la direction de l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Vous êtes également professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle, auteur de l'Atlas de la population mondiale paru aux éditions Autrement, avec une toute nouvelle version réactualisée. Alors, comment en est-on arrivé à autant d'humains sur Terre? 8 milliards, c'est beaucoup quand même, non? On n'était qu'1 milliard il y a 2 siècles. Et c'est la période où la population mondiale s'est mise à augmenter rapidement. Alors, elle a augmenté significativement. À quelle période précisément? Eh bien, jusqu'il y a 2 siècles, la population n'augmentait pas ou que très lentement. Il y avait un quasi-équilibre entre beaucoup de naissances. Les femmes, les couples mettaient au monde 5, 6 enfants chacun. Mais beaucoup mouraient. La plupart mouraient en Ouais. bas âge, donc il n'y en avait que 2 qui survivaient jusqu'à l'âge adulte et donc remplaçaient les parents à la génération suivante. Et ce régime a perduré pendant des dizaines, centaines de milliers d'années, depuis que nous existons, nous, Homo sapiens, il y a 300 000 ans. Et la nouveauté, il y a 2 siècles, la mortalité s'est mise à baisser, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Voilà, Donc moins de décès, autant de vie est beaucoup plus naissances, grande, oui. eh bien, est apparu un excédent des naissances sur les décès qui a entraîné un début de croissance rapide de la population, mais d'abord en Europe et en Amérique du Nord. C'est là où ces premiers progrès ont eu lieu. Et puis ensuite, quand ces progrès se sont répandus partout sur la planète, les autres régions du monde ont vu leur population augmenter rapidement. Mais on est en voie de connaître la fin de cette période de croissance rapide de l'humanité. Mais pourtant, on annonce 10 milliards d'humains en 2050. Alors, est-ce que cette projection est fiable selon vous? Alors, ça veut dire que au total, en 3 siècles, entre 1800 et 2100, l'humanité aura vu ses effectifs décuplés. Et ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, on est 8 milliards et que le gros de l'accroissement de la population mondiale est derrière nous et que devant nous, il reste un surcroît de 2 milliards d'ici 2100, mais guère plus. Alors, c'est à la fois beaucoup, 2 milliards en plus, mais ce n'est qu'un quart en plus par rapport à la multiplication des humains. Alors, la question, c'est est-ce que notre planète peut supporter 10 milliards d'humains? Alors le paradoxe, c'est que en termes de ressources, par notamment. rapport aux milliards qui vivaient il y a 2 siècles, nous qui sommes 8 milliards, nous vivons beaucoup mieux si on considère les critères comme l'espérance de vie à la naissance, l'instruction, les conditions de vie, même s'il y a de fortes inégalités, mais globalement. De même, la part des humains qui souffrent de faim et celle donc des humains qui meurent de faim n'a jamais été aussi faible, alors que nous sommes 8 fois plus nombreux qu'il y a 1 siècle, 2 siècles. Et donc c'est un paradoxe, on est beaucoup plus nombreux, mais on vit objectivement mieux. Mais on voit bien que devant nous, il y a le défi du réchauffement climatique, de l'épuisement des ressources, l'épuisement de la biodiversité. Et donc... alors, est-ce que ça veut dire une politique de natalité pour avoir une croissance zéro, d'un point de vue démographique? La croissance démographique zéro, elle est déjà, si vous voulez, annoncée pour déjà en 2050, on sera près de 10 milliards, mais la croissance démographique aura énormément ralenti. Et les démographes des Nations Unies annoncent la poursuite de cette décélération de la croissance démographique pour atteindre cette croissance zéro avant la fin du siècle, en 2080. Et ensuite, eh bien, la population mondiale commencerait à diminuer. Alors, il est illusoire de penser qu'on pourra échapper à ce surcroît de 2 milliards. Comment arrêter la croissance démographique tout de suite, comme certains l'espèrent, voire être moins nombreux tout de suite? C'est ce que je vous disais. Est-ce qu'il faut des politiques natalistes? Qu'est-ce qu'on a comme moyen pour arrêter la croissance? Ne plus faire d'enfants. La hausse de la mortalité, personne ne le souhaite. Mmh. Envoyer une partie de l'humanité sur Mars, c'est illusoire.
avoir moins d'enfants, c'est déjà ce qui se passe partout sur la planète. Les femmes, les couples ont de moins en moins d'enfants. Aujourd'hui, la moyenne mondiale, c'est 2,3 enfants par femme. C'était plus du double, 5 enfants, dans les années 1970. Et cette tendance à avoir de moins en moins d'enfants partout, elle se poursuit. Donc c'est déjà ce qui se passe. Mais il n'en résulte pas un arrêt de la croissance démographique tout de suite, parce que la population mondiale est jeune, elle comprend une part importante de jeunes adultes en âge d'avoir des enfants. Mais qui décident de ne plus forcément le faire. Même si chacun d'eux a peu d'enfants, et de moins en moins, comme ils sont nombreux, ça fait beaucoup de naissances. Et à l'échelle mondiale, aujourd'hui, la plupart des décès ont lieu à des âges élevés, voire très élevés. On meurt. 90 ans en moyenne. La population mondiale comprend une part faible de personnes âgées, voire très âgées. Donc le nombre de décès aujourd'hui est faible à l'échelle mondiale. Les naissances sont 2 fois plus nombreuses que le décès. Et donc ce reliquat de croissance, on ne peut pas y échapper. Il tient pour partie à cette jeunesse de la population mondiale. Donc il faut faire avec. Et répondre aux défis qui sont devant nous. Alors l'un des défis, ça va être aussi ces mouvements de population dus au réchauffement climatique. Alors, la population va se répartir différemment. Elle va se répartir différemment, pas tellement en raison de flux de migration internationale qui seraient beaucoup augmentés. Des flux nord-sud, ça vous paraît pas envisageable? En revanche, ce qui va se passer, c'est que cette moyenne de 2,3 enfants par femme à l'échelle mondiale, elle est une moyenne mondiale et la situation varie d'un pays ou d'une région à l'autre. Et les pays ou régions où la fécondité est encore élevée, supérieure à la moyenne mondiale, alors prenons 2 enfants et demi par femme, voire plus, eh bien c'est pratiquement toute l'Afrique. C'est une partie du Moyen-Orient et une bande en Asie qui va du Kazakhstan au Pakistan en passant par l'Afghanistan. Donc c'est dans ces régions que le gros de l'accroissement démographique futur aura lieu. Alors, comme je vous le disais, il est illusoire de... La population va bouger de façon importante. Ces variations de la fécondité font que, par exemple, l'Afrique, qui compte 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui, vous l'avez dit dans votre sujet, va pratiquement doubler en population d'ici 2050, donc 2,5 milliards. Et en 2100, dans le scénario moyen des Nations Unies, il est annoncé 3,9 milliards d'habitants en Afrique. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, les 1,4 milliard d'habitants de l'Afrique, c'est un humain sur 6. En 2050, les 2,5 milliards d'Africains sur les presque 10 milliards, c'est un humain sur 4. Et en 2100, eh bien, l'Afrique représenterait plus d'un humain sur 3. Et vous voyez que la population mondiale sera un peu plus nombreuse, mais surtout répartie de façon différente, avec un poids démographique et sans doute économique de l'Afrique plus important qu'aujourd'hui, mais ça tient aux écarts de fécondité. Alors, dernière question en ce qui concerne l'impact en fait de la population avec cette croissance donc qui va être très importante sur les gaz à effet de serre. Comment ça va impacter le climat? Alors, c'est pas tant la population que les modes de vie qui fait que on émet beaucoup plus de gaz à effet de serre que dans les périodes historiques. Et il ne faut pas se tromper. Si vous voulez, la vraie question, celle dont dépend la survie de l'espèce humaine à terme, c'est finalement moins celle du nombre que celle des modes de vie. On n'échappera pas à ces 2 milliards en plus. Et en revanche, on peut jouer sur les modes de vie pour les rendre moins émetteurs de gaz à effet de serre, plus économes en ressources, plus respectueuses de la biodiversité. Et ça, c'est à notre portée et c'est un levier qu'on peut et qu'on doit activer tout de suite. Réduire la population tout de suite, ce n'est pas à notre portée. Et donc, ne nous trompons pas de combat. On ne peut pas agir à court terme sur la population. Et on peut agir sur le climat. Merci beaucoup, Gilles Pizon, pour cette analyse. Je rappelle donc le titre de votre livre, Atlas de la population mondiale, qui est absolument très complet sur ces projections. C'est vraiment un travail de fiche très facile à lire. Merci beaucoup. Merci.